Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues, on nous invite à discuter du thème suivant. Après l'élection de Trump, concrétiser la souveraineté européenne. Une remarque d'abord quant au libellé du sujet. Il n'y aura pas, ni virtuellement, ni réellement, ni à court terme, ni à moyen terme, de souveraineté européenne, attendu que, je cite la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple. À la rigueur, on peut chercher dans les États les indices d'une volonté de se rendre moins dépendant des États-Unis. Ce serait déjà beaucoup. Et je souhaite bon courage à qui entreprendrait cette quête, puisque en réalité, tout montre que la tutelle de ce puissant protecteur que sont les États-Unis n'est guère remise en cause sur le vieux continent. Certes, le retour de Donald Trump au pouvoir ne permet plus vraiment de faire semblant. Notre allié, si bienveillant, si altruiste, ne l'est peut-être pas tant que ça, et cherche avant tout à garantir ses intérêts et sa position numéro 1 mondiale. Mais à vrai dire, Donald Trump ne fait que radicaliser les fondamentaux de la politique étrangère états-unienne. L'impérialisme ne varie pas, et ce serait une naïveté coupable d'imaginer que les gouvernements européens s'associeront désormais pour le contrecarrer. La première présidence de Donald Trump avait d'ailleurs déjà suscité ce genre d'espérance. Rappelez-vous, à l'époque, la Pologne avait carrément proposé 2 milliards, hors coût du fonctionnement, pour héberger une base américaine sur son territoire. Et aujourd'hui, voyez comment l'intimidation, les provocations s'empilent et sont pourtant récompensées. Donald Trump prétendait en 2019 acheter le Groenland. Voilà qu'il menace de l'annexer, mais le Premier ministre danois lui répond benoîtement que les Américains n'ont pas besoin d'en arriver jusque-là et pourront bien y installer des bases sans cela. Quasiment ministre, Elon Musk couvre d'opprobre le Premier ministre britannique, mais son propre ministre des Affaires étrangères se refuse, je cite, à condamner son plus proche allié. Donald Trump veut reprendre le contrôle du canal de Panama. Silence poli dans la salle. Envisage-t-il l'annexion du Canada? On proteste, mais c'est le Premier ministre canadien qui tombe. Il y a moins de 2 ans, la revue stratégique évoquait les puissances dites révisionnistes, qui remettent en cause l'ordre et le droit international. Le texte visait la Russie et la Chine. Alors, quelle amère ironie de voir désormais les États-Unis fournir les armes qui servent au génocide à Gaza et tout prêt à bafouer, encore une fois en réalité, le principe d'intangibilité des frontières. Le chantage au financement de l'OTAN repart aussi comme jamais. Récemment, une ribambelle de membres de think tank affirmait devant l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qu'il faudrait certes investir dans la défense 3%, voire 3,5% du PIB, moyennant quoi tout irait pour le mieux. Ils étaient loin du compte. Donald Trump réclame 5%, et le nouveau secrétaire général de l'OTAN, néerlandais, lui emboîte le pas. Les récalcitrants n'ont de toute façon pas de plan B, sans quoi ils devront consacrer 10% du PIB à leur défense, et donc ils finiront bien par payer ce tribut. Combien de fois les Européens se sont-ils humiliés pour conserver les bonnes grâces des États-Unis ou en espérant y gagner une position plus forte en Europe? Aujourd'hui que l'Union européenne s'ingère dans la défense des nations, en contravention flagrante avec les traités, la négociation autour du fonds EDIP est une énième leçon de choses. La question: laissera-t-on l'argent de l'Union européenne financer des entreprises d'armement états-uniennes? Le suspense est à son comble. Eh bien, le ministre des Armées a affirmé que la France ne lâcherait rien. À la bonne heure. On peut donc aisément en déduire que la France, elle, sera lâchée par les autres. En vérité, les Français savent au moins depuis la crise de Suez que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Mais depuis une quinzaine d'années au moins, tout ce qui contribue à la souveraineté française est considéré comme la manifestation d'un particularisme chauvin, une sorte d'irrédentisme poussiéreux. Renoncement après renoncement, la voix de la France s'éteint et nos marges de manœuvre se restreignent. On sacrifie au mirage de la défense européenne les fleurons de notre industrie. Pour avoir un char franco-allemand, bientôt, nous perdrons la capacité de faire un char tout court. C'est une toute autre voie qu'il faut emprunter, celle du non-alignement. La seule qui permettra à la France de plaider pour la paix et pour l'intérêt général humain. Et le monde a besoin de cette France indépendante qui refuse d'être embrigadée dans la guerre qui se prépare entre les États-Unis et la Chine. Le monde a besoin d'une France qui, lorsqu'elle plaide pour le droit international, n'est pas sans cesse renvoyée à ses allégeances, à ses dépendances et aux doubles standards qu'elle lui impose. À l'heure des cyclones, des incendies meurtriers, de la course aux armements, le monde a besoin d'une France capable de construire avec celles et ceux qui ne se résignent pas au désastre un chemin de coopération et de paix. Pour substituer cette logique à celle de la compétition universelle du capitalisme fauteur de guerre, nous affirmons que la France doit disposer des moyens de son indépendance.
consolider sa base industrielle et technologique de défense, affronter les multinationales, relocaliser l'industrie au lieu de la laisser dépecer, comme c'est par exemple le cas avec Atos, investir dans la recherche, l'enseignement supérieur, reconstituer un corps diplomatique fort, rendre la parole aux citoyens dans les débats sur la défense. Le mot est galvaudé, mais il n'a jamais été aussi vrai. Nous sommes à la croisée des chemins. Les moyens d'un sursaut sont là. Il faut la volonté, sans quoi ce sera le déclin. Merci, cher collègue.